Tu sais, chaque fois que j'examine un défi en physique, je me pose exactement la même question. Où est la flèche indiquant? Pas la flèche sur une carte de navigation, je parle de la flèche du temps, le vecteur de transformation. Tu comprends? Le monde naturel fonctionne selon un principe plutôt étrange, un principe que nous n'apprécions pas vraiment. Il déclare qu'un œuf peut être brouillé, mais aucune force ne peut le remettre en ordre. Un verre de vin peut se transformer en tache sur le tapis, mais cette tache ne pourra jamais redevenir un verre de vin. Il existe une trajectoire à l'existence, il y a un courant, et si tu oses ramer à contre-courant, un prix doit être payé, et généralement ce prix se manifeste sous forme d'énergie. La dépense, c'est l'ordre qui se convertit en chaos. Maintenant, des gens viennent me voir et me demandent « Richard, que penses-tu du voyage vers Mars ?» Ils me montrent ces magnifiques illustrations de fusées, d'habitats, de colons cultivant des pommes de terre sur un sol rouillé, et ça a l'air formidable. Ça se présente comme une expédition. Ça ressemble à la suite logique du grand récit humain. Nous avons conquis la Lune, donc logiquement nous devons aller sur Mars. C'est juste la prochaine étape, pas vrai? Mais je dois les interrompre. Je dois leur dire « Attendez une seconde. Vous abordez ça comme un géographe. Vous interprétez la distance comme si c'était uniquement des miles, comme si c'était purement spatial. Mais en physique, la distance n'est pas purement spatiale. La distance représente une relation entre des forces. Et quand on analyse les forces impliquées pour atteindre Mars, et plus encore celles pour en revenir, on découvre quelque chose de profondément troublant. Ce n'est pas une étape, c'est un piège. Et je ne le dis pas au sens science-fiction. Je ne suggère pas qu'il y a des créatures là-bas. Je dis que les principes de la physique, en particulier ceux de la thermodynamique et de la biologie, se sont ligués pour en faire un voyage irréversible. Pas parce que la fusée tombe en panne, mais parce que le passager se dégrade, parce que toi, tu te dégrades. Commençons par le premier piège, celui qui t'attend directement sur le sol, les particules. Tu pourrais protester, « Richard, ce n'est que de la poussière. On a de la poussière sur Terre. On affronte des tempêtes de sable au Sahara. On s'en sort. On a des balais, des aspirateurs. Quel est le problème ?» Eh bien, laisse-moi t'expliquer le parcours d'un grain de sable sur Terre. C'est un voyage extrêmement turbulent, mais aussi un polissage extraordinaire. Sur Terre, nous avons de l'eau. Il pleut. Il y a d'immenses océans. Pendant des milliards de tours autour du Soleil, chaque grain de sable a été brassé sans cesse. Il a été nettoyé. Il a été balayé d'avant en arrière par les vagues. Imagine prendre un éclat de verre tranchant et le mettre dans un polissoir à rocher pendant un millénaire. Qu'est-ce qui en sort? Une sphère polie. Elle est ronde, elle est douce. Si tu la frottes entre tes doigts, elle ressemble à du talc. C'est la poussière terrestre. C'est une poussière inoffensive. Mais Mars est un monde inerte. Il est inerte depuis une durée immense. Pas de pluie, pas de cours d'eau, pas de mer. Le seul phénomène qui affecte les roches sur Mars, ce sont les collisions. Elles sont brisées par des météorites, grosses et petites. Pendant 4 milliards d'années, les roches n'ont cessé de s'écraser les unes contre les autres. Résultat, quand tu examines une particule de poussière martienne au microscope, tu ne vois pas une sphère polie, tu vois un fragment, tu vois une lame, elle est déchiquetée. Ses bords sont si aigus qu'ils approchent de l'épaisseur moléculaire. Ce n'est pas de la poussière, c'est du verre pulvérisé minuscule. Et la situation empire parce que Mars est extrêmement sec. Il n'y a pas d'humidité pour dissiper l'électricité statique. Ces minuscules éclats de verre accumulent une charge électrostatique. Ils deviennent chargés électrostatiquement. Ils se comportent comme de petits magnettes. Maintenant, imagine, tu poses ton vaisseau. Tu dois produire du propergol pour le retour. Tu ne peux pas l'emporter avec toi, car le propergol est très lourd. Si tu essayais de transporter le propergol nécessaire au retour, il te faudrait une fusée aussi haute que l'Empire State Building juste pour soulever le propergol. Donc, tu dois le synthétiser sur place. C'est ce que les ingénieurs appellent l'utilisation in situ des ressources, une expression sophistiquée pour dire creuser et brûler des ressources. Tu dois extraire l'eau gelée du sol, tu dois aspirer le dioxyde de carbone de l'atmosphère, tu dois activer des pompes, des systèmes de compression, tu as besoin de joints rotatifs, de roulements qui tournent. Mais voilà la poussière, ce verre magnétique brisé. Elle ne reste pas au sol, elle flotte. Les champs électrostatiques la soulèvent, elle drive dans l'atmosphère et elle adhère à toutes les surfaces. Elle adhère à tes panneaux solaires, elle adhère à tes combinaisons et surtout, elle adhère à tes systèmes mécaniques.
Elle s'infiltre dans les roulements et comme elle est plus dure que du métal et plus tranchante qu'un scalpel, elle use les roulements, elle ronge l'alliage, elle pénètre dans les joints élastomères de ton sas et les déchiquette. Tu essayes de la nettoyer, mais tu ne peux pas l'éliminer car elle est magnétique. Quand tu essayes de la nettoyer, tu la pousses encore plus loin à l'intérieur. Alors tu vois là, tu es l'ingénieur le plus brillant du monde. Tu as construit cette extraordinaire fabrique sur Mars pour fabriquer ton propergol. Mais l'usine s'autodétruit. Les guières se bloquent, les régulateurs de fluide fuient, les panneaux solaires sont recouverts d'une couche de poussière brune que tu ne peux pas nettoyer faute d'eau. La physique est contre toi. Les forces électrostatiques sont contre toi. La résistance est contre toi. Et tu comprends que l'appareil que tu as construit pour te ramener chez toi a cessé de fonctionner. Mais gardons l'optimisme. J'aime bien rester optimiste. Supposons que tu résolves le problème de la poussière. Supposons que tu inventes un matériau extraordinaire résistant à l'abrasion. Tu fabriques ton propergol, tu remplis le réservoir, tu es prêt à partir. Maintenant, examinons le piège suivant. Celui-ci ne concerne pas l'appareil, il concerne le vaisseau organique, il concerne toi. Parlons de la radiation. Les gens entendent radiation et imaginent une moue verte luminescente ou des bombes atomiques, mais la radiation en réalité est bien plus simple et bien plus terrifiante. La radiation est essentiellement des minuscules projectiles, des petites particules, protons, noyaux d'hélium, voyageant à une vitesse incroyablement haute. Quelle vitesse? Presque la vitesse de la lumière. Sur Terre, nous sommes choités, nous avons deux chéquiers. Le champ magnétique terrestre, qui capte ces projectiles et les dévie vers les pôles, créant les aurores, et l'atmosphère, une couche dense de gaz merveilleuse. Le temps qu'un rayonnement cosmique arrive chez toi sur Terre, il a heurté innombrables molécules atmosphériques et s'est épuisé. Il est faible, il est inoffensif. Mais entre la Terre et Mars, il n'y a rien. C'est un stand de tir. Le Soleil t'envoie des protons, le reste de l'univers t'envoie des ions massifs. Pendant 6 mois, que se passe-t-il quand un de ces projectiles te touche? Tu es fait d'atomes, hydrogène, carbone, oxygène. Ces atomes sont liés par des électrons. Les électrons sont la colle, ils maintiennent tes structures moléculaires, ils préservent ton code génétique. Quand un rayonnement cosmique très énergétique traverse ton vaisseau, il ignore les protections. Il ignore la coque, il traverse directement ta chair et percute tes atomes. Il attaque les électrons et les déloge violemment. C'est comme lancer une boule lourde dans un château de cartes. La structure s'effondre, le lien moléculaire est rompu. Ce phénomène s'appelle l'ionisation. Ton organisme est extraordinaire. C'est un appareil miraculeux. Il possède des équipes de réparation. Dans chaque cellule, de petites protéines scrutent les dommages. Elles repèrent un segment d'ADN cassé et disent « allons réparer ça ». Et généralement, elles font du bon travail. Mais pendant le voyage vers Mars, les dommages s'accumulent trop vite. C'est comme réparer un toit pendant un ouragan. Les équipes de réparation font des erreurs. Elles recollent les mauvais morceaux. Elles relient un gène qui dit à la cellule de se multiplier à un gène qui dit d'arrêter. La cellule devient confuse, elle oublie sa fonction. Elle pense qu'elle doit simplement se multiplier sans fin. C'est le cancer. Mais ce processus prend du temps. Le cancer met des années. Tu pourrais dire « Richard, je peux accepter un cancer dans 20 ans si ça veut dire que je peux marcher sur Mars aujourd'hui. » Mais il y a une menace plus rapide, quelque chose qui arrive avant le cancer. Ton cerveau et tes reins. Les cellules nerveuses ne se régénèrent pas bien. Quand un ion massif très énergétique frappe un neurone dans ton cerveau, il crée un trajet de tissu mort. C'est comme une minuscule blessure par balle. Au fil d'un long voyage, ton cerveau est littéralement perforé comme du gruyère. Tu commences à perdre ta vivacité mentale, tu oublies des choses, tu te sens désorienté. Imagine piloter un vaisseau spatial sans te souvenir quelle commande fait quoi. Parce que la zone de ton cerveau qui mémorise les interrupteurs a été détruite par une particule venue d'une explosion stellaire à 1000 années-lumière. Et les reins? Les reins purifient le sang. Ce sont des réseaux extrêmement fragiles, des kilomètres de minuscules canaux. La radiation déteste ces canaux. Elle les déforme, elle les rigidifie. Voici la situation. Tu as surmonté la poussière, tu as fabriqué ton propergol, tu es à mi-chemin du retour, mais tes reins se dégradent. Ton sang est saturé d'impuretés parce que les filtres sont endommagés. Tu as besoin de dialyse, tu as besoin d'un appareil pour nettoyer ton sang, mais tu n'as pas d'hôpital. Tu es dans une boîte en métal à des millions de kilomètres du médecin le plus proche. Tu meurs, non pas parce que le vaisseau a lâché, mais parce que la physique de l'univers a démantelé tes mécanismes biologiques au niveau atomique. Mais attends, ça empire encore. Il y a un troisième piège, et c'est celui qui me prive vraiment de sommeil, parce qu'il est si discret, si subtil. Le piège de la gravité.
La gravité reste un mystère. Newton a donné les calculs, mais il n'en comprenait pas l'essence. Il a dit « Je n'en propose aucune hypothèse ». Il savait juste que les objets s'attirent mutuellement. Einstein a avancé en disant « Ce n'est pas une attraction, c'est une courbure. L'espace-temps lui-même est courbé. » Mais peu importe comment tu le vois, la gravité est la force qui t'a modelé. Chaque muscle de ton corps, chaque os, chaque valve de tes vaisseaux sanguins est conçu pour une seule chose, résister à la gravité terrestre, supporter un G. Ton muscle cardiaque est une pompe. C'est un organe de la taille d'un poing qui doit se contracter assez fort pour propulser le sang vers ton cerveau contre la gravité. Il travaille dur, battement après battement, jour après jour. C'est comme un haltérophile soulevant une charge lourde. Maintenant, tu vas sur Mars. Mars est minuscule, sa gravité est faible, seulement 38% de celle de la Terre. Soudain, ton muscle cardiaque s'est dit « Hé, pourquoi je forçais autant? C'est facile ici, je peux me détendre, pas besoin de forcer pour envoyer le sang au cerveau. » Et tu sais ce que fait la biologie quand elle juge quelque chose inutile? Elle l'élimine. La biologie est extrêmement économe. Elle décide « On dépense de l'énergie pour ce gros muscle cardiaque, réduisons-le. » Ton cœur diminue, il s'affaiblit. Il change littéralement de shape. Et ton squelette? Le squelette, c'est le pire. Tu vois ton squelette comme une charpente métallique dans un bâtiment, mais ce n'est pas un. Ton squelette est un réservoir, une réserve de calcium. Sur Terre, tu déposes et retires constamment de cette réserve. Ton corps ajoute du calcium pour renforcer les os contre la gravité. Mais sur Mars, ton corps dit « On n'a plus besoin de cette structure lourde, on flotte, c'est léger ici. Retirons-en. » Les cellules qui dégradent l'os travaillent trop. Elles dissolvent ton squelette. Elles libèrent le calcium dans ton sang. Tes os deviennent poreux, ils ressemblent à de miel alvéolé, à de la craie. Tant que tu restes sur Mars, ça va, tu es devenu un martien, tu t'es adapté. Tu es un être de basse gravité. Mais rappelle-toi du thème, pas de retour possible. Imagine, tu essayes de revenir. Tu montes dans ton vaisseau, tu dérives pendant 6 mois, tes os se dégradent encore plus, ton cœur s'atrophie encore plus, puis tu entres dans l'atmosphère terrestre. Tu subis des forces G. Le freinage est écrasant. Mais supposons que tu survives. La capsule amérit, la porte s'ouvre, tu vois le ciel bleu, tu respires l'air salé. Tu essaies de te lever et de sortir, et tu tombes, parce que soudain, tu es de retour sous 1 G, mais avec un corps dessiné pour 38% G. Ton cœur atrophié essaie de pomper le sang vers ton cerveau, mais il n'y arrive pas, il est trop faible. La gravité terrestre tire le sang vers tes jambes, ton cerveau manque d'oxygène, tu perds le connaissance. Ton squelette, maintenant semblable à craie, essaie de supporter ton poids, mais s'effondre. Il se fracture. Tu es broyé, non par un rocher, non par une bête. Que se passe-t-il quand un de ces projectiles te touche? Tu es fait d'atomes, hydrogène, carbone, oxygène. Ces atomes sont liés par des électrons. Les électrons sont la colle, ils maintiennent tes structures moléculaires, ils préservent ton code génétique. Quand un rayonnement cosmique très énergétique traverse ton vaisseau, il ignore les protections, il ignore la coque, il traverse directement ta chair et percute tes atomes. Il attaque les électrons et les déloge violemment. C'est comme lancer une boule lourde dans un château de cartes. La structure s'effondre, le lien moléculaire est rompu. Ce phénomène s'appelle l'ionisation. Ton organisme est extraordinaire, c'est un appareil miraculeux. Il possède des équipes de réparation. Dans chaque cellule, de petites protéines scrutent les dommages. Elles repèrent un segment d'ADN cassé et disent « Allons réparer ça ». Et généralement, elles font du bon travail. Mais pendant le voyage vers Mars, les dommages s'accumulent trop vite. C'est comme réparer un toit pendant un ouragan. Les équipes de réparation font des erreurs. Elles recollent les mauvais morceaux. Elles relient un gène qui dit à la cellule de se multiplier à un gène qui dit d'arrêter. La cellule devient confuse, elle oublie sa fonction. Elle pense qu'elle doit simplement se multiplier sans fin. C'est le cancer, mais ce processus prend du temps. Le cancer met des années. Tu pourrais dire « Richard, je peux accepter un cancer dans 20 ans si ça veut dire que je peux marcher sur Mars aujourd'hui. » Mais il y a une menace plus rapide, quelque chose qui arrive avant le cancer. Ton cerveau et tes reins. Les cellules nerveuses ne se régénèrent pas bien. Quand un ion massif très énergétique frappe un neurone dans ton cerveau, il crée un trajet de tissu mort. C'est comme une minuscule blessure par balle. Au fil d'un long voyage, ton cerveau est littéralement perforé comme du gruyère. Tu commences à perdre ta vivacité mentale, tu oublies des choses, tu te sens désorienté. Imagine piloter un vaisseau spatial sans te souvenir quelle commande fait quoi, parce que la zone de ton cerveau qui mémorise les interrupteurs a été détruite par une particule venue d'une explosion stellaire à 1000 années-lumière. Et les reins. Les reins purifient le sang. Ce sont des réseaux extrêmement fragiles, des kilomètres de minuscules canaux. La radiation déteste ces canaux. Elle les déforme, elle les rigidifie.
Voici la situation. Tu as surmonté la poussière, tu as fabriqué ton propre goal, tu es à mi-chemin du retour. Mais tes reins se dégradent, ton sang est saturé d'impuretés parce que les filtres sont dommagés. Tu as besoin de dialyse, tu as besoin d'un appareil pour nettoyer ton sang. Mais tu n'as pas d'hôpital, tu es dans une boîte en